Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 25 juillet et à la une de votre journal, le festival Fescouma a débuté depuis hier sur le terre-plein de Mtapéré. Prévu jusqu'à dimanche, l'événement va réunir pas moins de 14 artistes mahorais et malgaches. Avec un snack et un parking aménagé spécialement pour l'occasion, le Fescouma veut pouvoir réunir un maximum de personnes et compte bien atteindre les 15 000 visiteurs sur ces 4 jours. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Commencé hier soir et prévu pour durer jusqu'à dimanche, le festival Fescouma se tient en ce moment pour une année supplémentaire. Rassemblant 14 artistes, ce festival se veut être le plus grand de l'île au parfum. Cette année, quand même, c'est la 5e édition. Auparavant, il y avait à peu près 5 000 personnes. L'année dernière, il y a eu 15 000 et cette année, on cible aussi le même effectif. Une affluence qui fait que le festival a dû se délocaliser de la place de la République jusqu'au terre-plein de Mtapéré. Un festival organisé par la commune. L'organisateur est la mairie de Mamoudzou en totalité. C'est un festival municipal organisé par la commune à l'attention de ses administrés. Et ensuite, c'est donc un festival qui se déroule une fois par an, sur 4 jours, et d'un budget qui avoisine les 200 000 € tout compris. Le Fescouma accueille 14 artistes mahorais et malgaches. Les plus grandes têtes d'affiche monteront sur scène ce soir et demain. On a commencé hier soir par la partie traditionnelle avec le Shigoma et un battle de DJ. Ce soir, on attaque la scène jeune chant avec 7 concerts qui vont se succéder de 21h à 1h du matin. Demain, samedi, on aura une scène jeune à partir de 18h, ce coup-ci elle sera orientée danse. Et après, une deuxième partie de concert aussi de 21h à 1h du matin avec aussi 7 artistes. Et on finira dimanche de 18h à 21h par le Mbiwi avec Bakwali. L'entrée du festival est gratuite et vous aurez à disposition un parking à proximité de la scène. Vous pourrez retrouver la programmation du festival sur leur page Facebook fescouma.mayotte. La Maison des Artisans de Mayotte expose en ce moment ses productions au comité du tourisme de Mamoudzou et ce jusqu'au 12 juillet. Un rendez-vous qui en cette période de veille de grand départ attire bon nombre de visiteurs. L'occasion pour les 8 artisans exposants de rendre visible un Made in Mayotte de plus en plus en exergue, notamment sur le plan international. Alors comment l'artisanat mahorais se développe-t-il sur l'île et au-delà? Sur quels appuis ces créateurs, confectionneurs peuvent-ils compter? Un reportage signé Marion Telly. Les amateurs de produits artisanaux à la recherche de confections uniques et locales ont depuis le début de la semaine un nouveau rendez-vous. Bijoux, travail sur bois, confitures, savons ou encore bougies de massage seront exposés au comité du tourisme jusqu'au 12 juillet. De quoi enivrer l'essence des visiteurs, déjà nombreux. Toute l'année, on ouvre l'espace du comité, l'accueil notamment pour permettre aux professionnels du tourisme de venir exposer en fait ce qu'ils fabriquent. Donc il se trouve qu'en ce moment c'est la maison de l'artisanat qui a réservé l'emplacement. La maison de l'artisanat, un projet innovant initié par les forces vives de 4 artisans. Cette toute première coopérative d'art Made in Mayotte continue de se développer et fédère aujourd'hui 8 confectionneurs. Un savoir-faire qu'ils comptent bien exporter au-delà des frontières mahoraises, avec notamment l'appui de la DIM. Du 23 au 26 mai, l'agence de développement et d'innovation de Mayotte permettait en effet à une petite délégation d'exposants de participer à la 14e édition de la Foire internationale de Madagascar, avec notamment l'organisation de rencontres en B2B. J'ai eu quand même quelques réponses positives avec les hôtels 3-4 étoiles. Ils ont des spas, donc ils ont besoin des bougies par exemple pour utiliser pour faire les massages à leurs clients. J'ai eu des commandes sur place qu'on avait ramenées, j'en ai vendu pas mal. Une dimension internationale que ces 8 artisans devraient bientôt concrétiser avec un projet de vente en ligne. Place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Fatima Ousseni, avocate au barreau de Mayotte et bâtonnière du Conseil de l'Ordre des avocats de Mayotte. Fatima, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ici ce soir car les avocats sont en colère. C'est une colère qui date, mais aujourd'hui, elle revient sur le devant de la scène. Le problème, c'est l'aide juridictionnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'aide juridictionnelle ? L'aide qui est apportée aux citoyens qui sont impécunieux, qui n'ont pas les moyens de s'acquitter de la défense ou d'une action qu'ils auraient à mener en justice.
ou même hors de la justice. Il y a aussi d'autres dispositifs. Dès lors qu'il y a un litige, eh bien ce dispositif-là, il est prévu par la loi depuis de très nombreuses années. Et c'est notamment une loi de 1991 qui n'a pas été applicable à Mayotte pendant de très nombreuses années. Ce qui fait que les avocats déjà étaient pas, lorsqu'ils travaillaient à Mayotte, ils n'avaient pas la même rétribution que leurs confrères de l'Hexagone. C'était deux décrets, une ordonnance de 1992 et un décret de 1996 qui s'appliquaient. Quand nous sommes devenus département à Mayotte, là, cette loi s'est appliquée puisque nous sommes rentrés dans le droit commun. Et on a maintenant des rétributions qui sont identiques aux autres. La particularité de Mayotte, c'est qu'on a une population qui est très fortement impécunieuse. On prend les sources de l'INSEE et les données sur les ressources des personnes, dans ce qui est disponible aujourd'hui, on aboutit à 70% d'une population éligible à l'aide juridique. C'est-à-dire que 7 personnes sur 10 à Mayotte peuvent prétendre à obtenir une aide, voilà, c'est-à-dire ont des revenus extrêmement faibles. Donc, et 7 sur 10 personnes, c'est aussi 7 sur 10 justiciables potentiels pour vous aussi qui êtes avocat. C'est cela. C'est bien cela. Et ce sont donc des gens pour lesquels nous allons travailler, mener des diligences, engager des frais et être ensuite, non pas payés, mais rétribués. La nuance est importante. Justement, quelle est la différence entre rétribué En fait, on est payé, c'est lorsqu'on a fixé un prix, on est d'accord, on a décidé ensemble le coût du travail, de la prestation que nous allons fournir. Rétribué, c'est une somme qui est fixée d'autorité par l'État, qui estime que voilà, quand on est dans telle tranche de revenus, ou bien on a droit à une aide de l'État à 100%, voire moins. Ça peut être 80%, ça peut être encore même 50%. Et dans ces cas-là, on parle d'aide juridique partielle. Et les montants sont sont barémisés. C'est-à-dire que, par exemple, vous passez devant un tribunal correctionnel, vous avez droit, par exemple, à 4 UV, ce qui vous fait, avec le taux d'UV, 80 €, 88 € par affaire. La difficulté... Pour beaucoup de travail, souvent, dans oui, c'est un travail identique. C'est un travail identique, un dossier en honoraire libre. C'est même un travail plus complexe, très souvent, puisque toute la défense d'urgence, elle est très souvent à l'aide juridique, et on est d'astreinte, on est de permanence, on est présent, on assiste, on assume les actions à mener, et on n'est pas et finalement notre défraiement se passe très mal, et il se passe très mal depuis des années. Alors pour bien comprendre, est-ce que c'est quelque chose qui vous est imposé par le ministère de la Justice de prendre ces dossiers commis d'office, ou est-ce que c'est sur la base du volontariat? Comment ça se passe? Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Comment ça se passe au niveau des avocats qui acceptent? Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on nous impose? Comment ça fonctionne exactement? Oui, en fait, l'aide juridique, elle s'impose. Et puis c'est aussi notre mission. On a dans notre serment, dans notre profession, ce devoir d'assister le plus faible. On dit habituellement la veuve et l'orphelin, mais c'est une image, c'est une symbolique. Oui, on a ce devoir d'œuvrer pour les plus faibles et les plus démunis. Maintenant, il y a quand même des cabinets qui, au bout d'un moment, ont décidé d'arrêter parce que justement, l'État ne joue pas suffisamment le jeu à Mayotte et on n'est pas en capacité de leur imposer quoi que ce soit. Alors, il faut distinguer la matière civile, où on a des larges possibilités de trouver une assistance autre, même au titre de l'aide juridique, et la matière pénale, où là, il n'y a pas du tout de choix, et là, il est vraiment compliqué. C'est quelque chose qui s'exerce vraiment en interne entre avocats pour décider que quelqu'un ne va pas participer à cette défense-là. Il faut trouver, même si vous ne l'accomplissez pas, il faut que vous trouviez quelqu'un pour vous remplacer parce que c'est compliqué pour tout le monde. Ça se fait vraiment entre vous, au sein du Conseil de l'Ordre, et vous décidez... Au sein du barreau. Au sein du barreau entre les avocats. Le Conseil de l'Ordre, c'est une autorité administrative qui décide aux côtés du bâtonnier, qui gère notre fonctionnement, notre administration. Alors justement, le Conseil de l'Ordre, il s'est réuni le 24 juin 2019, donc tout récemment, et vous avez décidé de taper du poing sur la table et de vous mettre en grève. C'est plus que le Conseil de l'Ordre. C'est la totalité des avocats, c'est l'Assemblée Générale, c'est encore un autre organe, c'est l'ensemble de tous les avocats de Mayotte. Tous les avocats sont unanimes sur la question aujourd'hui? Et on a voté à une très très large majorité, oui. Donc un mouvement de grève? Oui, alors... et même, je peux vous dire, il y avait plusieurs dates qui ont été proposées, et c'est celle de 24 juin, 1er juillet, date votée, avec une pleine effectivité au 6 juillet pour la mise en place logistique. Vous voyez bien que les débats ont été passionnés et pas simples. Hein. Donc ça commencera demain.
Sylvain, avant de parler de la forme des actions, parlons du fond. Qu'est-ce qui vous pose problème? On l'a compris, cette rétribution, mais pas que. Vous avez notamment un problème lié aux personnes affectées au bureau de l'aide juridictionnelle. En fait, c'est la prise en charge par l'État de notre travail. Il y a beaucoup de paperasse. C'est une caractéristique de l'administration et pas que française. Il faut prouver, c'est vrai, c'est normal, c'est des deniers publics, il faut prouver. Si c'est moi qui ai défendu et pas vous, il faut que quelqu'un puisse en attester. Et donc, on a besoin de ce que le secrétaire de la juridiction, qu'on appelle le greffier, puisse indiquer voilà, que tel avocat, maître un tel, a bien effectué la mission aux intérêts de telle personne. Et une personne peut avoir plusieurs procédures, donc il est bien important de distinguer. Je vous parlais tout à l'heure de coûts différents. Passer devant un juge d'instruction, c'est pas la même chose que de passer devant un juge de la liberté de la détention, c'est pas la même chose que de passer devant une cour d'assises, c'est pas, voilà, il y a des nuances et des différences en fonction du travail qui est accompli. Donc toute cette cuisine interne, elle est attestée par quelqu'un de très important dans le système judiciaire français, qui est le greffier, qui a une vraie fonction d'authentification des actes. Et les greffiers à Mayotte, il y en a pas assez. Ils sont affectés à des tâches où la question qui a trait au défraiement des avocats, la remise des pièces qui sont nécessaires pour qu'ils puissent se faire payer, n'est jamais prioritaire. Donc la première problématique, c'est celle-là. La seconde, c'est que tout va être centralisé ensuite dans un bureau qui s'occupe de cette aide juridictionnelle. Une seule greffière est affectée à ce service. Personne n'est réellement formé pour la remplacer. Elle a un petit peu d'aide en ce moment et il est question de supprimer cette aide. Alors, moi, je suis à la fonction que depuis 6 mois, 7 mois maintenant. Mes prédécesseurs, je remonte au bâtonnier Mohamed Sedal, Najim Hamada, Ahmed Idriss, ils ont tous eu à traiter de cette question. Et il n'y a rien qui progresse. C'est compliqué quand même. Il y a eu des engagements très récents, notamment avec un mouvement de grève précédent des avocats, qui a duré quand même assez longtemps, au cours duquel il y a quand même eu des mots assez conséquents qui ont été échangés avec les chefs de juridiction. Et il y a eu des engagements qui ont été pris, notamment sur des remises immédiates au sortir des audiences, des attestations de fin de mission. Pour que ça se fasse, il faut une organisation particulière. Il ne faut pas venir décréter, voilà, tel greffier travaille, l'autre ne travaille pas. Il faut leur permettre, leur donner les moyens. Donc c'est une question de gestion interne du personnel de la juridiction. Et qu'est-ce qu'on vous répond? Vous êtes bâtonnière, donc vous êtes effectivement ce relais. Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui au niveau de la hiérarchie? Alors d'abord, moi, depuis que je suis à la fonction, je n'ai cessé d'en parler. Parce que dès qu'on a déposé la motion, ça a été un reproche qui m'a été adressé, de ce qu'on aurait préféré que j'en parle autrement. Mais comment puis-je en parler autrement lorsque chaque personne que j'ai rencontrée, que ce soit ici à Mayotte, chef de juridiction, directrice de greffe, tous les interlocuteurs que j'ai reçus au gré de mon activité pour avancer dans les dossiers, sur les formations, sur les prises en charge de la défense des mineurs, toutes ces questions, les entreprises, les représentants du Conseil de l'ordre, des experts comptables, c'est pour vous dire jusqu'où les discussions étaient. À chaque fois, cette question de l'aide juridictionnelle a été posée en expliquant qu'à Mayotte, on a on paye un lourd tribut du fait de nos actions colossales, pléthoriques au titre de l'aide juridictionnelle. Pardon. Vous parlez de bénévolat même aujourd'hui. Mais clairement, aujourd'hui, c'est pour ça que le mouvement est tellement suivi. C'est pour ça que les avocats n'ont même pas souhaité attendre que les vacations judiciaires, laisser passer le mois de juillet, le mois d'août et on arrive en septembre. C'est fini. Ça fait des années que les instances sont prévenues, avisées, et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est plus possible. Hein. Alors, quelle va être la forme de cette grève? Parce que c'est vrai, quand on entend grève tribunal avec les avocats, on a du mal à... C'est compliqué de faire une grève dans notre système. Il faut bien comprendre que nous sommes des auxiliaires de justice et nous réalisons une mission de service public qui est celle de la défense, la mission de service public de la défense. Il y a des procédures entières qui ne peuvent se tenir s'il n'y a pas d'avocat. Et il est important pour que tout se passe correctement, qu'il y ait cet équilibre social, que la justice se pose correctement et de manière apaisée. Donc il faut, aux côtés d'une accusation, aux côtés de plaignants, il faut aussi une défense. Surtout que même les plaignants peuvent aussi être défendus lorsqu'ils ont subi. Donc, la mission de l'avocat est extrêmement importante. Nous avons décidé que toutes les affaires qui sont en cours, les autres dossiers qui ne font pas appel à l'aide juridictionnelle, eh bien, ne sont pas concernés. En revanche, à partir de demain, minuit, je ne prendrai plus aucune décision de désignation
devant toutes les instances, qu'elles soient civiles, qu'elles soient au pénal. Il n'y aura plus d'avocats qui seront désignés pour les affaires à venir. Et c'est quand même extrêmement Quelles difficile. conséquences ça va Mais avoir? il y a des délais dans les procédures. Si on ne se pose pas, et pour l'instant, à part le premier président de la Cour d'appel de La Réunion qui m'a immédiatement répondu, avec lequel on a un excellent relationnel, avec qui nous comprend, qui est un ancien de Mayotte et qui donc est très attaché à ce territoire, lui nous a tout de suite répondu, je n'ai eu des nouvelles de personne d'autre. Personne ne m'a contacté pour me demander est-ce qu'on peut discuter, les revendications, on peut les... Rien. Voilà. Les conséquences, elles risquent d'être très importantes sur tout le fonctionnement de la Oui, justice, vous bien venez de le dire. Oui, bien sûr. C'est pas anodin et on ne l'a pas fait, on le fait pas parce que en fait, c'est un effet domino. Il y a un effet domino. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas là d'une demande corporatiste simplement d'une bâtonnière qui vient réclamer les deniers pour les avocats de son barreau. Ça n'est pas ça. Lorsque les avocats ne sont pas payés, ce sont leurs cabinets qui sont mis en péril. C'est un équilibre de pouvoir payer les charges, de pouvoir mener l'entreprise avec les personnels qui sont là. Donc déjà, c'est une atteinte à l'économie du territoire. Mais il y a plus encore. Vous déséquilibrez également la façon de facturer dans le cabinet. Lorsque l'argent que vous attendez ne vient pas, si vous devez payer votre loyer, vous allez gonfler une autre facture sans raison, sans juste raison. Et ça n'est pas admissible. Et plus encore, un avocat qui est aux abois financièrement parce qu'il a une dette. J'ai parlé avec une avocate aujourd'hui qui m'a dit, elle est arrivée à Mayotte en 2016, l'État lui doit 20 000 € au titre de l'aide juridictionnelle. C'est quand même énorme. Comment vous vivez? On parle de quel chiffre justement? Qui accepte? Je ne peux pas vous donner les statistiques. On essaie de trouver des solutions. Je voudrais finir sur le troisième aspect, la dangerosité de cette situation dans laquelle les avocats sont placés. L'avocat, c'est une profession particulière. On a des principes essentiels qui garantissent notre fonctionnement parce qu'il faut qu'on soit en distance avec les justiciables, quels qu'ils soient. En capacité de défendre, je disais tout à l'heure, la veuve et l'orphelin, mais aussi les puissants et aussi le tout venant. Et garder notre indépendance, ne pas avoir peur de l'État, ne pas avoir peur d'un groupe d'activistes, ne pas avoir... C'est ça l'avocat. Ça passe par des finances saines? Ça passe par des finances saines et surtout par la capacité de conserver, entretenir son indépendance. De quelle indépendance peut-on parler pour un avocat? S'il est aux abois, il peut accepter d'un client de lancer des procédures parce que ça va rapporter des sous, parce qu'il en a besoin. Et là, il est en contradiction totale avec ses principes essentiels. Donc on est en train de mettre en péril le système judiciaire en son entier. Et là, je lance un appel, pas simplement aux instances de Mayotte ou de La Réunion, c'est à la ministre, c'est à l'État, à Paris que je m'adresse en leur demandant réellement de prendre en compte la situation parce qu'on ne s'en sortira pas. Ça n'est pas possible, ça ne peut plus durer. Les avocats de ce barreau ont travaillé gracieusement, gratuitement des années durant. Il y avait des pans entiers de missions qui n'étaient même pas rétribuées. Les gardes à vue, la défense des mineurs, et ça ne choquait personne. Les gens viennent à Mayotte avec des indemnités d'éloignement, mais il est normal que les avocats travaillent gracieusement. Et quand ils se plaignent, ces gens qui gagnent tellement bien leur vie, ça choque tout le monde. Ça, ce discours-là, je ne peux plus l'entendre. Il n'y a pas un avocat de Mayotte qui accepte de l'entendre. Donc maintenant, ce mouvement, il est extrêmement sérieux. Je suis très surprise, je le cache pas, de n'avoir été contacté que par le premier président. Ça n'est pas une petite autorité. Le premier président, c'est la plus grande autorité judiciaire de tout le territoire, Mayotte, Réunion. Je l'entends bien. Mais sur la question qui est sur le territoire, je pense que j'aurais pu être approché par les autorités locales. Surtout que j'ai indiqué que j'étais sur le départ, un départ programmé depuis très longtemps, et que donc c'est un autre bâtonnier qui va me substituer. Bon, peut-être qu'ils attendent mon départ, et j'espère qu'ensuite les choses se passeront bien. Écoutez, en tout cas, je crois que le message est passé. Merci beaucoup, Fatima Ousseni. Je rappelle que vous êtes la bâtonnière du Conseil de l'Ordre des avocats de Mayotte. La bâtonnière de l'Ordre des avocats. De l'Ordre des avocats. C'est-à-dire de l'ensemble des avocats. Hein. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Le procès du maire de Mamoudzou, l'ouverture d'un BFC Center ou encore les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce vendredi 5 juillet. La Cour d'appel a rendu son verdict hier matin dans le procès de la mairie annexe de Kaweni. Le maire de Mamoudzou, le DGS, le DGA des services techniques, deux fonctionnaires et la gérante du bureau d'études s'étaient retrouvés le 7 novembre dernier à la barre du tribunal correctionnel pour répondre d'un délit de favoritisme. Le procureur avait requis une peine d'inéligibilité contre le maire et des sanctions lourdes pour son équipe.
Des condamnations sévères avaient d'ailleurs été prononcées à l'encontre des prévenus, mais ils ont fait appel et les juges ont finalement décidé de réduire les condamnations. La Cour d'appel n'a pas appliqué l'inéligibilité car le procès ne démontre pas qu'il y a eu une intention de détourner des fonds publics. Les preuves démontrent uniquement la négligence individuelle et collective. Ce procès reconnaît l'incompétence collective et acte que commettre une infraction sans intention de nuire n'est pas condamnable d'inéligibilité. La BFC est implantée depuis plus de 40 ans à Mayotte et à La Réunion. Première banque sur le territoire, le groupe a la volonté d'instaurer une relation de proximité et personnalisée avec ses clients mahorais afin de répondre plus efficacement à la réalisation de leurs projets. La BFC vient ainsi d'inaugurer ce vendredi 28 juin 2019 à Magicavo sa nouvelle agence Credit Center dédiée au crédit à la consommation. Composée de 4 conseillers, cette agence offrira de nombreux services à sa clientèle, entretien sans rendez-vous, réception des clients de toutes les agences BFC de Mayotte, ouverture de compte immédiate, rapidité de traitement des dossiers de crédit à la consommation. Les clients pourront bénéficier d'une réponse sous 48 heures. Cette initiative vise à accompagner les particuliers dans leurs projets de vie personnelle en leur apportant des solutions complètes et adaptées à leurs besoins spécifiques. Les huitièmes de finale de la CAN débutent ce soir. Le Maroc va affronter le Bénin dans un match qui semble sur le papier en faveur des Marocains. L'autre rencontre de la journée verra les Lions du Sénégal partir favoris face aux Ougandais. Samedi, place à la revanche de la finale de la CAN 2000 où le Nigeria avait perdu au tir au but face au Cameroun, va quant à lui recevoir l'Afrique du Sud. Néanmoins, le match qui intéressera le plus à Mayotte reste celui des Malgaches. La rencontre de Madagascar face au Congo se tiendra ce dimanche en fin d'après-midi. Ceux qui étaient désignés comme les petits poussés de la compétition ont fini en tête de leur groupe en restant invaincus. S'ils passent au tour suivant, les Malgaches affronteraient soit le Ghana, soit la Tunisie qui se rencontreront lundi prochain. Dans l'autre huitième de finale prévu lundi, la Côte d'Ivoire devra en découdre avec le Mali. Mais nul doute qu'à Mayotte, les Malgaches seront ceux qui feront le plus vibrer le cœur des supporters. Football, toujours pour clore cette édition. Après l'Égypte, direction Maurice, où se tiendront les prochains Jeux des îles de l'océan Indien. J-14 avant la cérémonie d'ouverture. Pour la sélection de football, l'enjeu sera de rééditer la performance réalisée il y a 4 ans à La Réunion. Mayotte s'était hissé jusqu'en finale de la compétition, mais n'avait pas réussi à battre les Réunionnais. Cette année, les espoirs de victoire sont réels, même si pour cela, les joueurs auront besoin du soutien de la population. Au montage, Leslie Vimenet. Médaille d'argent en 2015 à La Réunion, les joueurs de la sélection de football du département souhaitent rééditer l'exploit et pourquoi pas décrocher l'or, même si pour cela le directeur de la Ligue demande l'unité sacrée à Mayotte. Nos chances sont grandes et la première chose, avant de répondre à la question, Patrick, c'est j'ai envie de lancer un appel. Ouais. J'ai envie de demander à tous les Mahorais, à toutes les Mahoraises, d'être derrière notre sélection sans réserve. N'analysons pas la liste qui sortira, n'analysons pas les présences, mais mettons-nous derrière le staff, derrière les joueurs. Ils ont travaillé, c'est depuis 2017 qu'ils préparent la compétition. Il y a des choses à faire et il faut que ce soit l'union sacrée derrière notre sélection. On fera les comptes à l'issue de la compétition, mais pour l'instant, les garçons ont besoin de soutien. Et soutien à tout va. Il faut qu'ils sentent que Mayotte tout entier est derrière eux. Ça a été le cas en 2015 et on connaît le résultat. C'est clair. Aurélien Timbaelombo craint notamment la pression liée aux réseaux sociaux. En effet, la toile est un lieu où les critiques déferlent, notamment lorsqu'il s'agit d'un sport aussi populaire que le football. On a une sélection là aussi qui est jeune. Ouais. Ça veut dire que et aujourd'hui donc avec fragile. donc fragile. Ouais. Et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Patrick Kamal, malheureusement, on atteint rapidement l'affect. Ça veut dire que et nos joueurs aussi qui ont accès à ces réseaux sociaux et qui voient certaines choses et lisent certaines choses peuvent rapidement se voir fragilisés par 2-3 commentaires qui sont Bien pas sûr, très bien sûr. agréables. Donc faisons l'unité sacrée. Et pour moi, la préparation a été à la hauteur de l'espérance. Les moyens mis en place, mis en jeu par la Ligue, par le conseil départemental et le président de la Ligue met un point d'honneur là-dessus à que ce soit une compétition réussie. Autre préoccupation à l'aube de ces Jeux, l'impossibilité pour les athlètes de porter les couleurs de la France. S'il s'agit d'une injustice pour les sportifs, le directeur refuse d'y voir là une excuse en cas de non-performance.
C'est une motivation et pour avoir souvent discuté avec le président Madivita et le comité de pilotage chez nous, ce sont des questions qui ont fait souvent l'objet de beaucoup de concertations, de beaucoup de voilà. Et le président du CROSS met également un point d'honneur à ce que sur les manifestations, qui est le drapeau bleu blanc rouge, qui est l'hymne national. Après, il n'y aura pas droit. Après, au niveau des jeux, malheureusement, nous ne sommes pas décisionnaires. Il y a un comité des jeux qui prend des décisions. Est-ce que ça va avoir une influence sur le sportif? J'espère que non. J'espère que non. Et en tout cas, j'ai envie de me dire que non, puisqu'on ne l'aura pas. Donc, tant qu'à faire, qu'on ne commence pas à se trouver des excuses maintenant en se disant, comme il n'y aura pas ça, donc on va pas aller au bout parce que psychologiquement on est touché. Non, non, non. Ne pas se chercher d'excuses et performer, voilà le mot d'ordre du côté de la Ligue. Rendez-vous désormais dans 2 semaines pour le début de la compétition, même si une chose est sûre, la médaille d'or en football reste le métal le plus convoité lors de ces Jeux des îles. C'est la fin de votre journal, merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellent week-end sur Kwezi.